Le sprinkler techno. Fait qu'on repart-tu sur le DevOps Days? Oui, on peut y aller avec le DevOps Days. Ouais, ouais. J'aimerais ça t'entendre. Puis tu y vas dans le niveau de détail que tu veux, là, mais je pense que ça serait cool de donner l'envie aux gens d'organiser ça. Puis peut-être leur donner une coupe de trucs là, si jamais tu as des best practices ou je ne sais pas trop quoi à partager là, pour faciliter un petit peu l'organisation d'un événement comme ça. Moi, j'ai eu la chance de participer. Je trouve ça super bien organisé. Tu avais réussi à trouver du monde de calibre un peu partout sur la planète. Puis c'était vraiment, vraiment top qualité. Fait que si tu as des conseils à donner, garde-nous. OK. Ben, peut-être faire juste, dans le fond, une petite introduction à tout ça, de où on est parti par rapport à ça. En fait, je me suis retrouvé, on faisait une transformation agile dans une des instituts dans lesquels j'ai travaillé. Puis la transformation agile allait quand même plutôt bien. On était on commençait à avoir des bons standards, on était bien guéris, on était, je pense, dans la plupart des équipes, on n'avait pas parti de aucune équipe à 25 équipes pendant 2 ans. Puis dans ces 25 équipes-là, je pense que c'était pas parfait partout, mais en général, ça allait quand même relativement bien. Il y avait beaucoup de gens qui se faisaient certifier, etc. Fait que on part de là, puis là, ben, là, les problèmes recommencent à sortir, puis la nature des problèmes commence à différer. Puis on s'en rendait compte. C'était des problèmes différents. Puis plus qu'on regardait ça, là, on commençait à parler de topologie. On commençait à parler de la manière dont les équipes étaient alignées, la fluidité. C'était des problèmes de DevOps qui étaient en train de sortir. Fait que, puis ça, ben, tu sais, si on parle justement de la fameuse journée du DevOps Day, là, c'était peut-être 5 à 6 mois avant ça. Puis là, ben, tu sais, on m'a approché pour monter une communauté DevOps. Fait que, OK, parfait. Fait que là, ben, tu lances un appel à tous, puis tu commences à construire ça, puis ça te prend un sponsor, puis etc. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir un sponsor incroyable. Euh, puis je ne sais pas à quel point je peux nommer son nom, fait que je vais laisser faire. Mais Guillaume, tu vas te reconnaître. Puis Guillaume a été extraordinaire là-dedans. Puis, honnêtement, j'ai tellement appris ça a été mon mentor à moi à travers toute cette aventure-là. Puis, on a monté l'équipe. Puis là, ben, on a commencé à regarder un peu qu'est-ce qu'on voudrait faire avec ça. Fait qu'au départ, tu fais un appel à tous, puis on cherche des conférenciers pour une journée DevOps. Puis là, tu te dis, OK, bon, on va y aller à l'interne, on va voir ce que ça va faire. Puis, tu sais, lui, il nous rencontre et il dit, non, on peut ouvrir ça, là, on peut pousser plus loin, puis on peut inviter du monde, puis à l'externe, puis etc. OK, bien, de quoi qu'on veut parler, puis qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Tu sais, je suis retourné un petit peu sur qu'est-ce que c'est le DevOps. Puis il y a plusieurs définitions qui vont nous ramener toujours à c'est l'union des personnes, des processus et des technologies. Puis en gros, ça fait son chemin dans plein de livres. Entre autres le DevOps Handbook, le Phoenix Project, le Unicorn Project. Et dans un livre aussi qui est Project to Product que j'ai eu la chance de lire de Mick Kirsten. Puis je me suis mis à écouter le podcast de Mick Kirsten. Et un moment donné, j'ai tombé sur son fameux podcast avec Scott Pruitt. Et dans ce podcast-là, Mick interview Scott, puis Scott lui dit qu'il a défini le DevOps comme étant 3 grands domaines. Tu as les pratiques techniques, tu as la gestion du travail, puis tu as les gens et la culture. Il va falloir que tu sois bon dans ces 3 domaines-là pour arriver, dans le fond, à monter, à dire que tu es DevOps. Tu ne peux pas, mettons-les comme on veut dans notre tête, tu ne peux pas juste être bon dans 2 des 3, il faut que tu sois bon dans les 3. L'affaire, c'est que qu'est-ce qui a fait la réputation du DevOps? C'est les pratiques techniques, c'est le CI/CD, l'architecture, la sécurité, tout ce qui était monitoring. Donc, ça a fait son. Tu sais, ils ont plein de conférences là-dessus. Là. Puis, c'est super intéressant. Mais je pense qu'il y a vraiment. Les 2 autres domaines, là, la gestion du travail puis la culture, sont vraiment des. Tu as beaucoup à aller chercher de ça. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Puis, ben, j'écoutais Scott parler de ça, puis là, je me disais, wow,
OK, le gars, il a vraiment analysé l'Accelerate, le DevOps Handbook au complet. Il a vraiment passé au travers de tout ça, puis c'est vraiment intéressant. Puis là, un moment donné, ça m'a frappé. J'ai fait comme, mais pourquoi je ne monte pas mon DevOps Day de même? Fait que là, j'en ai parlé avec le reste du comité d'organisation, puis l'idée était intéressante. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc là, ça me donne 3 domaines. Il faut que j'arrive à trouver, dans le fond, il va falloir qu'on introduise notre journée avec ça, avec de où on arrive, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Après ça, c'est quoi la place de la transformation DevOps, justement, dans notre compagnie, dans notre institut. Fait que comment on peut amener ça? Fait que là, tu te cherches des gens de chez Gartner, tu te cherches des différents analystes à gauche et à droite. Tu te fais un petit panel de discussion sur le DevOps en tant que tel. Tu commences à introduire des concepts, des définitions de cette manière-là. Et tu sets un peu le ton de ta conférence avec, justement, en introduisant ces 3 domaines-là dans tes premières conférences. Puis là, maintenant, on a frappé justement, dans cette conférence, on a commencé à dire, OK, les premières conférences, ça va être ça. On va séparer après ça la journée en 3 tracks. Dans chacune des tracks, on va parler de ces 3 grands domaines. Donc là, c'est après ça, tu prends ça domaine par domaine. C'est qui peut venir justement nous aider en termes de conférenciers là-dedans. Alors là, une fois qu'on avait nos 3 tracks, on savait notre structure, bien là, on a dit, OK, ça a pris peut-être un mois à vraiment là, à discuter des idées, etc., bouncer ces idées-là. Mais une fois que tu as ta structure, justement, c'est là que tu te dis, OK, bon, ben c'est qui qu'on invite, puis il va falloir faire un appel à tous à l'interne. Fait que nous autres, ce qu'on a fait pour essayer justement de définir l'intérêt puis mousser l'intérêt, ben, on a dit, OK, on va envoyer un premier message à tout le monde. Puis on va leur donner, mettons, une semaine pour nous revenir avec des idées de conférences qu'ils veulent faire, etc. Fait qu'on a envoyé ça à tout le monde, à tous les devs, à tout le monde, à toutes les 25 équipes DevOps. Là, ça nous est revenu, on avait comme 2, 3 propositions d'idées. Là, j'ai fait comme, OK, ça ne marchera pas, là, on veut plus que ça. Mais moi, je savais, là, dans la compagnie, forcément, il y avait des gens avec qui j'avais interagi, que je savais qu'il y avait des choses à dire, ces gens-là. Puis ils ne m'étaient pas revenus avec des sujets. Fait que là, ben, j'ai commencé à les poker, j'ai commencé à t'as de quoi à dire. Des fois, tu chiasses ce sujet, tu as l'occasion de régler des choses. Là, alors là, c'est le temps que tu viennes d'en parler. T'sais. Fait qu'on a monté, dans le fond, là, les soumissions ont commencé à rentrer, puis etc. Fait que là, on a eu toute la traque de pratiques techniques s'est remplie avec des gens de l'Institut. Fait que, hey, c'est intéressant, c'est cool. Puis, bizarrement et heureusement, il n'y avait pas un sujet qui traitait de la même affaire. On avait les principes solides, on avait la sécurité, on avait du pipeline CI/CD, des nouvelles façons de faire, on avait comment faire les tests correctement, adéquatement, comment monter un microservice assez rapidement. Donc, on avait plein de choses de ce genre-là. Et là, il me restait encore toute la traque de work management, puis il me restait toute la traque de culture. Et là, ben, moi, j'avais déjà fait d'autres conférences, entre autres l'IQ7, dans laquelle, Pascal, cette année, tu étais toi aussi. Et j'avais rencontré à l'IQ7 2021, en fait, 2020.5, c'était une édition qui était supposée être en présentiel, qui s'était retrouvée à être virtuelle. Ben, j'avais rencontré Jenny Ouellette, entre autres. Puis, tu sais, de bon boss qui est génial et qui a un savoir incroyable côté culture, à partager, à présenter des idées fortes, bien structurées, etc. Donc, j'avais trouvé ça vraiment très, très inspirant quand elle s'est mise à parler dans un panel de discussion, justement. Puis, on était quelques-uns de la même institut à être à cette conférence-là. Puis, dans ces gens-là, il y avait des gens qui étaient dans le comité d'organisation avec moi. Fait que son nom a popé tout de suite quand on s'est mis à parler de culture. Et là, ben, on voulait entendre parler de sécurité psychologique. Et là, moi, c'est Dominica de Grandis. C'est pas compliqué. Sécurité psychologique, je l'ai entendu parler entre autres à travers elle. Bien sûr, il y a eu Gene Kim, mais je veux dire, lui, dans ma tête, il était comme pas accessible. J'avais commencé à être en relation avec les gens de TASTA parce que je m'étais vraiment, pendant l'année, j'avais fait ma certification du Flow Framework. Et cette certification-là, j'avais dû interagir avec des gens de chez TASTA. Et TASTA, c'est la compagnie de Mick Kirsten.
Dominica de Grandis travaille là. Il y en a plusieurs là, qui étaient qui étaient très, très intéressants à approcher. Puis la partie work management, ben, j'ai fait ma certification du DevOps Foundation à travers le DevOps Institute pendant l'été. Et ça m'a amené à connaître Ellen Beal. Puis Ellen Beal m'a mis en communication avec Gary Rube qui a écrit Driving DevOps with Value Stream Management. Donc là, je me suis retrouvé au beau milieu de ça avec justement Guillaume qui était là pour nous mentorer à travers ça. Puis là, il me dit t'as peu, j'ai mes contacts. Entre autres, j'ai une certaine firme là, qu'on peut passer par elle. Je vais voir qui je peux avoir. Et il me revient en me disant ouais, je pourrais avoir Gary Roop sur justement notre DevOps Day. Et moi, de faire comme, ben voyons donc, Ellen Beal vient me demander de réviser son livre sur Amazon. C'est donc bien cool, je suis tellement content. C'est sûr, on fait une entrevue avec. Donc là, ça a déjà commencé à setter le ton. Et là, ben, DevOps Day dit atelier, dit workshop. Alors, le workshop que j'avais eu avec TaskTop, pourquoi ne pas faire découvrir des outils de Value Stream Management à toute l'équipe, à toute la compagnie? Alors, on y va, on les fait venir. De l'EQ7, j'avais également j'avais fait d'autres contacts qu'on a été capable de pouvoir booker sur chacune des tracks culturels. On avait également des partenaires d'affaires pour la formation, pour des fois des coachs, un peu comme toi, Pascal. Fait que on a dit, ben, c'est clair, on va emmener ces gens-là avec nous autres. T'sais. Et là, à un moment donné, ben, je me suis retrouvé à l'EQ7 2021, qui était 2-3 semaines avant notre événement, nous autres. Et qui que je ne rencontre pas, Pascal Drouin, ici présent, avec Félix, avec en fait quelqu'un de la main Elapstech, en fait Myriam qui vient d'Elapstech, qui était une amie à Félix-Antoine. Et là, ça m'a ramené Félix-Antoine en tête. Et j'ai fait OK, non. Puis là, en plus, Pascal m'a dit Félix le connaît. C'est clair, on boucle les deux, un petit panel de discussion, les trois ensemble, ça va être vraiment intéressant. Fait que on s'est retrouvés à aller booker différentes personnes dans la compagnie de cette manière-là. Et avec, entre autres, des fois, le fait de sortir, d'aller comme conférencier dans des conférences, ça nous ouvre aussi à d'autres conférenciers, à d'autres idéations. J'ai toujours aimé ça, cette partie-là, énormément. J'apprends plus à faire des conférences, en fait, qu'à aller participer à une conférence, c'est-à-dire aller aller dans le public pour aller écouter la conférence. J'apprends plus souvent en essayant de maîtriser un sujet, en essayant de faire le slide deck, faire toutes ces choses-là, l'amener de manière, le vulgariser correctement, ben ça a été ce qui m'a drivé pendant, je dirais, les dernières années. Puis ça m'a amené à connaître ces gens-là et à les amener après ça avec moi du côté DevOps Day. Je suis curieux d'un truc. Parce que tu avais vraiment des grosses pointures. Tu sais, avais Mick Kirsten qui était venu faire le keynote de fermeture, tout ça. Avais-tu un budget pour inviter ces gens-là ou c'était un échange de bons procédés? Comment ça a fonctionné? Puis comment tu as réussi à les convaincre de venir? Parce que c'était pas un événement où il allait avoir énormément d'exposure, right? C'était juste pour une compagnie, c'était à l'interne. Ouais. En fait, oui, on avait un certain budget, c'est sûr. Il y a certains conférenciers qui ont décidé de nous charger, d'autres ne l'ont pas fait. Pour différentes raisons. Des fois, c'était des raisons d'approche en affaires. Ça pouvait être des fois que, il y avait peut-être espérance justement qu'éventuellement on parle de notre produit ou des choses comme ça. Mais je pense que peu importe, si tu t'en vas dans une avenue justement où est-ce que tu veux driver ton DevOps avec du Value Stream Management, ça va te prendre des bons outils. Mm-hmm. Est-ce que ces outils-là ne sont pas gratuits non plus? Donc, il va falloir, ça va être des frais pour une compagnie. Donc, que ce soit eux autres, sans nécessairement de faire de promesses, que ce soit eux autres ou pas, ils sont gagnants à venir faire connaître le mouvement. Ça fait un bon pitch de vente. On s'entend. Exactement. Quand Mick débarque, puis il te montre comment il analyse ça, un value stream, là, puis qui te montre qu'il est capable de voir que tu es efficace ou pas avec ses flow metrics et compagnie, ça te fait réfléchir que TaskTop, ça se peut être pas pire comme outil à rentrer chez vous. T'sais.
Ben exactement. Puis tu sais, j'ai eu la chance d'en voir d'autres de ces outils-là. Puis à toutes les fois, il y avait quelque chose qui, pour moi, venait me dire que je me posais des questions côté support, après-vente, etc. Est-ce qu'on va me coacher à l'utiliser correctement, l'outil? Parce qu'au bout de la ligne, l'evaluation management, c'est vraiment d'apprendre. C'est vraiment d'apprendre de ton processus, de débloquer les bottlenecks, ce genre de choses-là. Fait que, mais ça, on peut en parler plus en détail, mais mon point là-dedans, c'est que peu importe l'outil que tu étais pour mettre en place, le fait de faire coacher sur cet outil-là devient aussi important, sinon que l'outil lui-même, parce que tu veux l'utiliser de la bonne manière, avec la bonne mentalité, avec la bonne culture. Et ça, c'est des choses à mettre en place, des fois même avec la compagnie, justement, qui va te vendre l'outil. Là, tu sais. Ben ouais. Donc, ça devient vraiment important que tu choisisses pas juste l'outil, mais aussi les coachs qui viennent avec. Il y a beaucoup de talent à l'interne. Puis à un moment donné, il faut leverager ce talent-là. Tu sais, Ouais, mais sérieusement. ça c'est. Je te lève mon chapeau, là. Moi, je trouve que c'était super important de faire briller le talent local. Puis vous l'avez super bien fait. Ça. Il y en avait plusieurs de votre gang qui présentaient, puis des bonnes présentations en plus. Là. Fait que Ouais. chapeau, là, c'est vraiment cool. Ça permet aux gens, justement, là, de promouvoir leur expertise à l'intérieur même de la compagnie. Là. Ça, c'était cool aussi. Oui, puis des fois, c'est justement en agile, tu te retrouves avec des équipes justement qui vont des fois faire des choses un peu tout seul de leur côté. Puis il y a des belles affaires des fois qui se passent là-dedans. Puis quand ils commencent à partager leur pratique, ça devient un standard, ça devient quelque chose qu'on commence à utiliser at large. Donc, c'est important, justement, je pense, de le promouvoir. Une des choses qu'on avait faites pour la promotion, pour aussi garder tout le monde bien, bien excité à cette journée-là, c'est qu'on avait, dans cet institut-là, on avait justement un espèce de touch point, un meeting de compagnie tous les vendredis matins. Alors, nous autres, on avait synchronisé, on était avec l'équipe des ressources humaines, justement, puis on s'assurait qu'il y avait une liste de distribution, un email qui partait à tous les jours. Dans ce email-là, on avait justement le descriptif d'une des conférences. Donc, on avait le résumé du présentateur. Exactement. Puis, on avait la présentation en tant que tel de quoi il allait parler. Puis ça, ben, on le faisait de manière égale. C'est-à-dire que ce soit Mick Kirsten ou que ce soit Martin Deslongchamps qui allait présenter, c'était la même chose. C'était le même canevas, la même chose. OK, ben, dans le texte, c'est sûr, ça change, hein, on s'entend. Mais c'est pas grave. C'est la même, on fait briller de la même manière. Fait que il n'y avait pas des titres plus gros parce que c'était Mick Kirsten. Fait qu'à un moment donné, c'était ça. Fait qu'on était très standard sur le format, mais à tous les jours, il y en avait un qui partait. Puis le vendredi, ben, ce qu'on faisait de plus, c'est que à chaque semaine, on dévoilait un plus gros nom un petit peu. Fait que ce plus gros nom-là, qui était souvent un présentateur externe, ben, lui, on allait le dévoiler le vendredi matin. OK. Mais on faisait toujours un résumé quand même de tout ce qu'on avait envoyé pendant la semaine. Nice. Fait que ça, on a fait ça pendant 4 semaines jusqu'au dernier vendredi où est-ce que là, tout le calendrier était dévoilé. La première semaine, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est pris un Google Site. Écoute, on était vraiment là, en mode, OK, quasiment MVP. Là, on fait ça rapidement, mais les Google Sites venaient de sortir au niveau de la suite de Google, puis on a fait comme, hey, ça a l'air intéressant ce qu'on peut faire avec ça. Fait qu'on s'est monté 3-4 pages intéressantes pour faire la promotion des partenaires, faire la promotion, parce que justement, on avait des gens qui nous avaient dit non, je ne te chargerai pas, mais j'aimerais ça que mon nom soit là, que mes coordonnées soient là, etc. Pas de problème. Fait que ça, on faisait la promotion. Mais on avait également monté tout le calendrier, un peu comme calendrier de l'Avent. Tu sais, tu as des portes que tu essaies d'ouvrir pour savoir ton chocolat de la journée, c'est quoi. Bon, c'est un peu basé sur le même modèle, dans le sens que pendant tout le mois avant l'événement, dans le fond, à toutes les fois qu'il y avait quelqu'un qui était à chaque vendredi, en fait, on mettait à jour le site avec les 4-5 derniers updates qu'on avait faits pendant la semaine qu'on avait rendu public. Fait que là, ben, le calendrier tranquillement se remplissait. Fait que tu arrivais le vendredi, le dernier vendredi, puis là, ben, tout ton calendrier est là, tous les slots sont utilisés.
Fait que là, après ça, c'était de faire des tests, s'assurer que tous les liens marchaient bien, que tout était correct. Mais on ne s'est pas cassé la tête avec est-ce que vous avez utilisé une plateforme pour les conférences? Non, on a utilisé Google Meet. Ça a été ça. Puis tout le monde était bien content de ça. C'était simple, tout le monde savait comment ça marchait parce que c'était ça qu'on utilisait dans la compagnie. Fait que si tu utilises Teams, tu utilises Zoom, peu importe, mais au bout de la ligne, c'est que c'était simple, tout le monde savait comment l'utiliser. On voulait juste avoir une participation. On ne voulait pas nécessairement faire comme OK, ça va être vraiment professionnel puis toute la chose. Non, pour nous autres, c'était vraiment la participation qui était plus importante. C'était le message qu'on passait qui était plus important que le reste. Fait que. Cool. Sérieux, là, moi, je t'écoute, là, puis j'ai le blueprint, là, pour le faire ailleurs. Sérieux, puis j'ai vraiment l'intention, quand je vais avoir un peu de temps, je vais sûrement essayer d'en créer une journée comme ça avec mon client principal en ce moment. Là, je suis sûr que c'est le genre de truc qui les ferait triper. J'en ai jamais organisé, fait que je ne savais pas trop comment m'y prendre. Merci du partage, Ben, ça je va peux accélérer résumer le ça show. d'une façon super simple. Là. Moi, nous autres, on l'a vraiment fait en 3 morceaux. Le premier morceau, c'était la structure de comment est-ce qu'on va faire cette journée-là. Le deuxième morceau, c'est tous tes conférenciers. Donc, tout ce que tu mets dedans, donc ton contenu. Puis après ça, la troisième partie, c'est la promotion. C'est vraiment juste ça. That's it. Cool. C'est comme ça qu'on l'a fait. Transition sur le Value Stream Management. On en a touché un petit mot tantôt en parlant justement de ta conférence, qu'il y avait des gens qui parlaient de ça. Ouais. Moi, là, j'ai fait des ateliers de Value Stream Mapping. Je suis quand même assez familier avec le concept. Je me suis intéressé beaucoup au Lean Software Development. Je me suis familiarisé avec l'approche systémique et tout et tout. Là, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Si tu te reste de l'énergie un peu. Tout à fait. Le Value Stream Management, pour moi, ça a été la découverte, en fait. Quand j'ai commencé à lire Project to Product, en fait, bon, je l'ai lu une première fois, puis dans ce livre-là, on finit avec le Value Stream Management. Puis je lisais toutes les épiphanies que Mick Kirsten avait dans sa recherche, dans sa quête de pourquoi les industries qui font du DevOps et qui font de l'agilité beaucoup finissent par échouer. Et il a commencé à analyser ça énormément, puis il a fini par arriver au fait que ceux qui réussissent, ils ont une sorte de value stream management en place. Ce n'est pas toujours parfait, mais là, ils ont commencé à développer des outils pour ça, puis ça a commencé à prendre beaucoup plus sa place. T'sais, en partant, c'est quoi un value stream? Un value stream, c'est tout le set d'activités de l'idéation à la production que tu vas mettre en place pour faire en sorte que ta valeur va être livrée correctement, convenablement, avec la sécurité, avec la fiabilité, tout ce que tu as besoin. Alors, si tu veux être capable de pouvoir maintenant faire du value stream management, c'est-à-dire d'enabler les 3 loops DevOps correctement, puis surtout la troisième, la fameuse loop de expérimentation continue, la troisième voie du DevOps qui dit que tu vas faire de l'apprentissage continu puis l'expérimentation constante. Si tu veux être capable de nailer cette troisième loop-là, tu vas devoir il faut que tu prennes tout ce que Lean va pouvoir t'inculquer, puis tu vas faire que tu le mettes vraiment en pratique. Et c'est là où est-ce que le Value Stream Management, c'est une combinaison de tools pour arriver à faire ça. Okay. C'est vraiment de venir analyser de bout en bout, de l'idéation à la production, ce qui se passe, et de pouvoir le linker à travers des outils. Ce qu'on fait un peu à travers le Value Stream Mapping, qui est vraiment un processus très statique dans le temps, qui est très humain par contre. On s'entend, il y a des interactions, on a des épiphanies souvent quand on fait ce genre d'exercice-là. C'est toujours intéressant. Moi, j'étais justement à une certaine époque, justement, là où est-ce qu'on faisait les tests, tout ça. Dans cet institut-là, on avait vraiment Dev, QA puis Prod. On avait vraiment les 3 départements là, qui étaient très, très présents. Et de prendre l'espèce de grand whiteboard puis de mettre toutes les activités de chacun des groupes puis de commencer à analyser combien de temps qu'on fait ci puis qu'on fait ça puis de voir là où est-ce qu'on gaspille du temps puis peut-être qu'il y a des affaires qu'on ne devrait pas faire comme ça, mais etc. De te monter un plan d'amélioration. Moi, ça fait partie des épiphanies que j'ai faites comme OK, ouais, il y a une autre façon de travailler, il y a une façon qui va nous amener vers de quoi que
hey, on va être capable de livrer peut-être dans la même journée, on va être capable de livrer en quelques heures, peut-être en quelques minutes. OK, on va se rapprocher, on va être capable de pouvoir apprendre de ça. Ça m'a vraiment drivé énormément. Et ce que je n'avais pas réalisé, aller jusqu'à temps que je fasse une conférence au DevOps Day Montréal en 2019, puis que j'ai rencontré Steve Pereira et que j'ai eu l'occasion de jaser énormément avec, c'était que hey, c'était cool, on avait fait le value stream mapping, l'activité avec tout le monde dans la même pièce, mais on ne l'avait pas refait depuis. On ne l'avait pas fait de manière récurrente. Tu sais. Et on ne l'avait pas refait pour recomprendre où étaient nos nouveaux bottlenecks. Parce que lorsque tu crées et tu fixes quelque chose dans un système, forcément, il y a une autre partie du système qui va popper et qui va prendre ton temps. Tu sais. On ne l'avait pas refait. Fait que là, ben, finalement, on est encore bloqué à certains endroits. Tu sais. Puis des fois, tu as l'impression que c'est quelque chose, mais le problème est complètement ailleurs. Tu sais. Puis des fois, tu vas penser qu'à partir du moment que le code est rentré puis qu'il va se rendre en production, forcément, c'est là-dedans qu'il faut que tu optimises ces affaires, mais finalement, peut-être que le processus d'idéation en avant de ça, il est complètement lourd et doit être revu absolument. Tu sais. Donc, il y a énormément de facteurs à prendre en considération. Et c'est là où est-ce que justement le Value Stream Management, je trouvais qu'il était intéressant parce que là, on commence à mapper les différents outils qu'on utilise, que ce soit Salesforce, que ce soit Jira, que ce soit nos pipelines CI/CD, nos outils de monitoring, notre Ops Genie, bien, tout ça va commencer à rentrer en ligne de compte et on va connecter tout ça ensemble, puis on va commencer à regarder qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui se promène dans nos value streams. Puis on va les mapper à des flow items, puis on va faire des analyses de flow là-dessus. Puis en fonction de ce qu'on va trouver, on va agir dans le sprint suivant. Fait que, tu sais, on fait une espèce de combinaison entre l'agilité et les analyses de flow, mais ça donne un résultat vraiment et franchement intéressant. J'ai l'impression que c'est inspiré d'un paquet d'affaires. Puis tu me dis si je suis dans le champ, là, moi, je suis à l'aise avec mon côté newbie pour Value Stream Management, là, mais j'ai l'impression qu'on prend un peu de DevOps, on prend un peu de Lean Software Management, on prend un peu de théorie du flow, on prend un peu d'agilité. Ça a l'air d'être un peu la colle entre toutes ces affaires-là, je me trompe. Ça l'est. Ça l'est. Effectivement, c'est exactement ça. Tu es pile dedans. En fait, c'est que le Value Stream Management se base vraiment sur l'agilité et sur le Lean en partant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Gary Roop a intitulé son livre Driving DevOps with Value Stream Management. Parce que l'histoire, c'est, dans le fond, c'est que tu veux enabler les three ways of DevOps, bien, voici une façon de le faire. Puis cette façon-là a toujours été là, dans le fond, un peu comme Agile a toujours été là, Lean a toujours été là, ça fait longtemps qu'on en parle. Mais quand est-ce que ça a été popularisé, adopté culturellement, tu sais? Lean était là avant Agile. Ça fait longtemps qu'on fait du Lean. Là. Ça fait depuis Toyota, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on parle dans d'autres industries, mais oui, effectivement, oui, c'est arrivé bien avant. Exactement. Puis, Toyota a été en gros extrêmement populaire dans ce monde-là. Et on s'est inspiré de beaucoup de choses, eux autres. Alors, là, on arrive à un point où est-ce que justement, on veut appliquer le Lean à l'ingénierie logicielle, comment qu'on le fait, puis de quelle manière qu'on va s'y prendre. Alors, notre travail, on s'entend, le travail qu'on fait en informatique est invisible. On ne le voit pas. Fait que la valeur qu'on livre est encore moins tangible. Pourtant, il y a des revenus autour de ça. Hein? On a un product quality. Après ça, on sait justement si on est conscient qu'on a des coûts là-dessus. Si on utilise le cloud et qu'on reçoit une facture à tous les mois, bien justement, il y a une analyse de coûts peut-être qui peut être faite aussi de ce côté-là. Fait que, de tout ça, moi, ce que j'ai vraiment trouvé le fun, c'est au niveau de l'analyse qu'on va en faire. Parce que là, on commence à regarder le système vraiment comme le end-to-end, le système total. Et on va vraiment s'attarder sur 4 grosses catégories de résultats d'affaires. On va arrêter de regarder les activités, on va regarder plus les résultats qu'on a. Dans les 4 catégories, tu vas analyser
ta valeur. Donc, tout ce qui est revenu, tout ce qui est peut-être la participation ou encore le nombre de souscriptions ou ce genre de choses-là. Tu vas aller chercher certains KPI là-dedans. Tu vas aller analyser également ton product quality, ton taux d'escape, le nombre de bugs que tu trouves en QA. Tu vas aller chercher quelques KPI là-dedans qui te sont importants pour ton produit à toi. Après ça, tu vas aller regarder dans la troisième catégorie, on a l'analyse de coût. Donc, comment ça te coûte actuellement pour driver ton value stream? Tu sais? C'est sûr, tu vas avoir les coûts de ton équipe, mais il y a peut-être d'autres coûts d'infrastructure qui sont reliés à ça. Donc, d'avoir les deux, ça peut devenir vraiment intéressant, puis de savoir justement, ça reste du revenue protection, cette affaire-là. Le fait de dire, je protège les revenus que j'ai du côté valeur, mais il faut que je fasse des investissements. Bien là, c'est qu'on ne parle plus d'une analyse, on ne traite plus ça comme un cost center, tu traites ça vraiment comme étant une protection de revenus. Après ça, dans le modèle Value Stream Management, on parle aussi énormément de happiness des équipes. Donc, au niveau happiness des équipes, ils ont monté le fait que tout le cas d'affaires autour du fait que si une équipe n'est pas heureuse, elle n'a pas la sécurité psychologique autour d'elle, elle n'a pas la bonne culture autour d'elle, puis tu as un gros taux de roulement, etc., bien, forcément, cette équipe-là ne donnera peut-être pas le 100 % qu'elle doit donner, puis la cohésion n'est peut-être pas là. Puis, donc, à quel point, c'est de se doter un peu de certaines métriques pour aller mesurer justement le bonheur de ces équipes-là. Fait qu'on prend ces 4 catégories-là de résultats d'affaires, puis là, on vient les analyser contre les métriques de flow. Puis les métriques de flow, bien, c'est pas compliqué, tu en as 5. Tu as le temps de flow, le flow time, qui est dans le fond tu définis quand est-ce que tu veux partir, quand est-ce que tu pars ton value stream. À l'idéation, il y a une certaine étape où est-ce que tu pars ça. Bien, ça, tu pars ton temps là. Quand est-ce qu'en production, c'est disponible pour le client. Donc, tu arrêtes ton temps là. Puis ça, c'est ton flow time. C'est très similaire au lead time. C'est très similaire. Il y a plusieurs, en fait, synonymes de ça là, dans l'industrie actuellement. Là, c'est pas. Puis honnêtement, au bout de la ligne, qu'on parle d'un lead time, d'un market, un time to value, ouais, c'est ça. Time to change. Exactement. Fait que, tu sais, c'est totalement. Tu sais, si je parle d'un bug, tu vas parler de MTTR. Ça revient tout à ça, là, au bout de la ligne. Puis, tu avais Adrian Cockcroft, justement, qui est VP à la stratégie cloud, justement, chez Amazon, qui disait justement que si tu as juste une métrique à checker, ça devrait être celle-là parce que les autres vont s'aligner après ça avec celle-là. C'est la plus importante. Il a même écrit un blog post pour les CEO à lire, là, justement, juste sur le flow time. Et ça, c'est, je dirais, probablement la métrique la plus importante à vérifier parce que c'est vraiment l'expérience utilisateur. Au bout de la ligne, je vais porter mon char chez le garage. Ben moi, c'est le temps que je vais attendre. À partir du moment que je te donne les clés, là, puis que je m'en vais quelque part d'autre attendre, puis que je vais repartir avec mon auto, ben moi, c'est ça mon expérience utilisateur. C'est la même affaire pour le customer au bout de la ligne. Il a passé une idée de fonctionnalité, il veut avoir ça. C'est toute la chaîne au complet qui va être prise en considération. Fait que le flow time, c'est vraiment là où est-ce que les compagnies, comme entre autres Amazon et compagnie, vont vraiment venir déranger le marché parce qu'ils autres sont capables de réduire ce temps-là au maximum et être capables après ça de déployer un paquet d'autres affaires de fonctionnalités puis être capable d'apprendre du marché beaucoup plus rapidement. Fait que ça, c'est la première des 5 métriques. Après ça, tu as le flow load, tu as le flow efficiency, tu as le flow velocity, puis tu as le flow distribution. Puis, on peut les analyser, les 4 autres, mais en gros, il faut partir de quelque chose. Il faut partir du fait que ces métriques-là, ils interagissent tous avec les flow items. Puis les flow items, c'est 4 types principalement d'items que tu as dans ton backlog Jira. Là. Ton fameux backlog de ton produit, là, ben, ça, vous en avez déjà parlé dans un épisode dans le passé. Grave, ça vaut la peine de leur dire parce que je trouve ça important justement de
de pas virer fou avec ça. Puis c'est 4 très bonnes catégories. C'est raisonnable comme, Oui, comme oui. façon de compartimenter les choses. Fait que vas-y, garde-nous, s'il te plaît. Bien, les 4 types, moi, à toutes les fois que j'arrive dans un nouvel institut, c'est une des premières choses que je vais regarder justement. Comment vous définissez votre travail? Puis, qu'est-ce qui flow dans un value stream? Il y a 4 types d'items. Il y a la feature, il y a le bug, il y a la fameuse story de sécurité, conformité, gouvernance. On l'appelle le risque. Puis quand on vient pour faire un risk assessment, ben, en fait, c'est très aligné, là. Fait que la fameuse story de risque et la fameuse dette. La dette technique qui est là, puis qui vient d'une entité technique à l'intérieur de, tu sais, c'est pas la même entité que les autres qui va tirer sur ce type de story-là. Et elle va permettre justement d'énabler des choses dans la compagnie puis d'avoir des revenus éventuellement de plus. Tu sais, on s'entend que construire un pipeline, c'est une dette. Et construire un pipeline, je m'excuse, mais ce n'est pas une fonctionnalité client. Ça tombe là-dedans. Puis le travail que tu vas faire là-dedans va te permettre de livrer extrêmement plus vite, éventuellement. Tu sais. Donc, il y a une valeur énorme à le faire. Donc, cette Est-ce que tu partie. classerais aussi tout ce qui est opérationnalisation comme une dette à ce moment-là? Ben, c'est une dette opérationnelle, oui, effectivement. Puis, tu sais, à partir du moment que tu développes un produit, puis ce produit-là, tu veux l'amener vers la production le plus rapidement possible, alors oui, ça fait partie de la dette. OK. Puis, tu as plusieurs sortes de dettes, là. Puis, on ne parle pas juste de dettes techniques. Tu as des dettes d'infrastructure, tu as des dettes techniques, tu as des dettes de processus, tu as des dettes de formation, tu as des dettes de documentation. Quand un employé arrive dans une nouvelle équipe, un nouvel employé, ben, on a une dette de formation. Parce que forcément, l'équipe va prendre cette dette-là. Tu sais, c'est un investissement qu'elle fait, là. Cet employé-là n'est pas au niveau qu'il devrait être. Donc, on va l'amener à ce niveau-là. C'est un investissement qu'on fait, donc c'est une dette. Et on en est conscient. Puis, tu sais, ça revient un peu à la définition que je te disais tantôt. Tu sais. Et cette dette-là, ben, si tu prends les dettes de documentation, ben, des fois, une dette de formation peut être plus facilement réglée si ta documentation elle est correctement écrite. Tu sais. Donc, une dette de documentation, ben, c'est quelque chose que tu n'as peut-être pas eu le temps de faire, mais il va falloir que tu le fasses un moment donné. Là. Donc, c'est très important. Donc, la fameuse dette c'est un des 4 types. Mais ça a une connotation beaucoup moins péjorative qu'on l'utilise traditionnellement. Parce que là, tout ce qui supporte la production de ta valeur, donc tes pipelines, ton monitoring ou peu importe, ça va être classé, si je te comprends bien, dans un backlog item de type dette, mais alors que ce n'est pas nécessairement parce qu'on a mal travaillé ou qu'on n'a pas travaillé de la bonne façon ou whatever, comme on classifie souvent cette dette-là normalement. Donc, exactement. Dette a le dos un peu plus large dans ce concept-là, c'est ça? Oui, elle a le dos un petit peu plus large, mais puis à part de ça, ben, c'est là que le flow distribution, cette métrique de flow-là devient vraiment intéressante à analyser parce que là, tu viens analyser, dans le fond, qu'est-ce qui flow dans ton value stream. Et tu vas t'assurer que ta composition est alignée avec ta stratégie d'affaires. Si j'ai 100 de mes work items qui sont des features, peut-être que je vais avoir des problèmes plus tard. J'ai une dette technique qui s'accumule quelque part, c'est sûr et certain. Donc, c'est là le fait de dire que je parlais de contrôle là, plus tôt, ben c'est que le contrôle devient vraiment important de comment tu vas distribuer le nombre de work item type là, à travers justement ton sprint, par exemple. Qu'est-ce qui va passer dans le value stream? Bien, c'est important que ça soit aligné avec ce que tu veux faire. Peut-être que tu veux faire l'investissement de technique. Peut-être que tu dois mettre des features sur le marché rapidement, puis tu es conscient que tu vas prendre une dette technique que tu vas adresser plus tard. C'est une stratégie comme une autre qui se valide et qui peut être très, très bonne. Tu es peut-être en mode MVP, tu vas peut-être savoir justement si tu vas être capable de survivre. Donc, c'est aligné, tu sais, mais tu vas te donner justement cette visibilité-là, puis tu vas comprendre ta stratégie d'affaires, puis tu vas être capable de l'appliquer à ce que tu fais réellement. Donc, le product owner devient vraiment important dans cette dynamique-là.
Et ça va être important après ça qu'on comprenne au niveau product management que lorsqu'on définit un épique ou une initiative quelconque sur quelque chose, ça va vraiment être une composition de ces 4 types d'items-là. Ce n'est pas parce que je veux déployer telle grosse fonctionnalité, bien, cette grosse fonctionnalité-là va peut-être venir avec justement des systèmes de dette technique dès le départ parce que je veux mettre le monitoring en place, j'ai peut-être un pipeline spécial à faire. Parfait. Alors, on va le définir, puis c'est normal. Puis je n'aurai pas besoin à ce moment-là de me faire une espèce d'épique juste de dette technique que je ne sais pas trop où est-ce qu'il va. J'aime ça, puis c'est aligné avec une autre conversation qu'on avait eue plus tôt dans le podcast, là, où est-ce qu'on disait, tu sais, créer de la dette technique, c'est pas nécessairement mal tant que c'est un choix que tu fais. Puis là, dans ce cas-ci, un choix éclairé en plus. Là. On fait le choix conscient de dire, bien, pour le moment, on sait que c'est peut-être pas notre façon idéale de régler ce problème-là, mais ça va nous amener à la prochaine étape. C'est correct pour le moment. C'est un choix qu'on fait. Tu sais, l'exemple type qu'on avait sorti à ce moment-là, c'est quand tu es une petite compagnie et tu es en mode survie. Puis là, tu te dis, OK, je vais créer un peu de dette technique, mais ça va me permettre d'aller chercher ma prochaine ronde de financement. Puis après ça, on va rétablir les affaires. Je peux te dire que c'est une dette technique qui vaut la peine d'être contractée dans ce cas-là. Tu sais. Exactement. Mais c'est un choix volontaire qu'on fait au lieu de faire les choses au hasard. Tu sais, moi, c'est ça que j'aime de cette approche-là. Là. On va décider de faire un choix éclairé. Oui, puis on s'entend aussi que quand tu exposes ça à tes autres pairs développeurs, bien, eux, la dette technique elle est importante à faire là, puis ils veulent la faire là, là. Mais quand tu commences à jaser de la stratégie d'affaires, tu commences à leur expliquer de quelle manière qu'on va gérer la chose. Ah là, OK, ben, on va attendre à ce moment-là. OK, je vais pousser feature, puis c'est correct. Mais on va le faire plus tard. Oui, on va le faire plus tard. Alors, quand le moment arrive, il faut le faire. C'est ça. Fait que, il faut être cohérent dans ce qu'on dit aussi. Tu veux toucher à quelque chose qui m'est un petit peu cher parce que c'est un problème que j'ai vu souvent, puis je n'ai pas encore trouvé de meilleures pratiques pour ça. Puis là, je te poke à brûle pour point. Puis si tu n'en as pas, c'est pas grave. On va juste peut-être explorer ça ensemble. Là. Mais tu sais, il y a des développeurs, là, quand tu essaies de les intéresser à tout ce volet-là, la vue systémique, puis l'importance d'être prévisible, puis de rentrer les informations dans un outil comme Jira, puis d'avoir une cadence stable, toutes ces affaires-là, ça ne les intéresse pas tant des fois. Puis d'essayer de leur faire comprendre la valeur de ça, souvent, c'est beaucoup d'efforts. Souvent, moi, c'est le message que j'ai, c'est moi, j'aime coder, puis le reste, ça me fait chier. Jusqu'au meeting, là, souvent, ils sont tellement en aversion, même les meetings qui sont nécessaires pour dégager une compréhension, puis on est supporter leur développement, ils voient ça comme quelque chose qui les ralentit. Eux autres, ils veulent être au clavier. Comment on fait pour vendre ça, l'importance de comprendre toutes ces notions-là? Puis, au début, je me disais, je suis juste un animal bizarre, moi, de m'intéresser à ça en plus. Puis là, il y a Ken Beck qui fait des sorties dernièrement sur l'approche systémique, puis il travaillait avec les feedback loops, les boucles de renforcement et compagnie. Fait que je me dis, ben non. Lui, il a carrément dit, là, si tu veux être un vrai ingénieur logiciel, il faut que tu t'intéresses au tout, pas juste au code. Fait que je ne sais pas si tu as une recette, si tu as développé des trucs pour adoucir ce message-là aux oreilles des développeurs qui ne sont pas nécessairement tout le temps intéressés par ces messages-là et l'importance que ça peut avoir. Bien, la première chose qu'on fait ensemble, c'est qu'on vient définir c'est quoi la dette. Puis après ça, je leur explique comment ça va devenir une arme assez impressionnante pour eux autres. Parce que dans le fond, les développeurs vont devenir les principaux usagers de cette dette-là. Ce n'est pas toute la dette qu'on va faire. On s'entend, là. Il y a des développeurs qui vont rentrer des stories de dette technique pour changer X, Y, Z dans le code, puis on s'en fout un peu. C'est vrai, il va en avoir de ça. Mais il y a un lead technique qui va passer avec un PO sur ces stories-là, puis qui vont les prioriser, puis qui vont les regarder, justement. Fait que c'est de donner la chance à tout le monde, à quelque part, de dire moi, je vois cette amélioration-là dans notre système. Puis des fois, tu vas prendre cette story-là et tu vas dire non, c'est un want, on ne la fait pas. Mais tu ne la supprimes pas parce que tu te dis elle va peut-être revenir. Puis quand elle va revenir et elle va faire mal, ben, elle la remettre à must. Fait que tu sais, c'est vraiment cet aspect-là de dire
On donne la chance, on démocratise un petit peu le processus, mais c'est un arme. Là. C'est un arme d'un développeur pour dire, moi, je veux le faire. Puis, je comprends, on leur fait comprendre qu'il y a une stratégie d'affaires derrière tout ça. Le temps que tu vas passer à faire du shadow backlog sur tes affaires, ben, garde, on ne peut pas le mettre sur ce qui est vraiment important. Mais ce développeur-là, là, et si on veut avoir une attitude professionnelle et éthiquement responsable, ben, il doit comprendre cette stratégie-là. Fait que pour moi, ça vient un peu avec la maturité. Ça vient avec le fait qu'ils vont faire des erreurs, ils vont apprendre de leurs erreurs, c'est sûr et certain. Mais je leur explique quand même ça, puis ces concepts-là, puis après ça, je pars de là, puis je construis là-dessus. Oui. Non, je suis d'accord. Puis le bout où tu parles de dette technique, puis que ça correspond à réduire de la complexité dans le code ou des choses comme ça, il y a de l'écoute pour ça. Mais, tu sais, moi, la critique que j'entends le plus souvent, c'est ça. Tu sais, on perd du temps avec les outils, Jira, c'est chiant. Puis là, tu as le Scrum Master qui se bat avec eux autres, puis que là, pour pas que le diagramme fasse pouf à la fin du sprint, là, pour dire on ferme toutes nos tâches à la fin. Tu sais, il y a des raisons pourquoi on veut faire ça. Puis souvent, ce message-là, il passe pas très bien. Puis je pense qu'on ne prend pas assez le temps de les sensibiliser à la valeur. Qu'est-ce que ça a comme valeur d'avoir une cadence stable, d'être prévisible pour faire du forecasting, pour avoir des opportunités qui ne nous tombent pas toutes dessus en même temps, qu'on soit capable de planifier un peu, de s'organiser et compagnie. Vas-y, JP. Moi, je vais être un peu grognon. Moi, là, à moins que tu me dises c'est pas ça que tu disais. Là, à ce moment-là, je vais me dégrogner. Mais moi, l'idée d'une tâche technique dans Jira ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui me répugne au plus haut point. Okay. Je trouve que la technicité et ces affaires-là, c'est dans un domaine, puis ce qu'on met comme quand on parle de story, c'est pas technique. Si c'est une technique, si c'est une story, c'est Alan Holub qui disait il y a 3 raisons pourquoi tu peux être une story. La compagnie va faire faillite si on ne le fait pas. On va avoir moins de clients si on ne le fait pas, puis on va avoir plus de clients si on le fait. Fait que les aspects techniques de ça, ça cadre rarement à ces affaires-là. Je trouve que les affaires techniques, ça appartient aux techniciens. Si tu me demandes de faire banane, puis que moi, je me rends compte que ça fait 7 fois que je fais banane parce qu'il faut que j'épluche avant, puis que je veux faire un éplucheur maintenant, je pense que ça devrait entièrement appartenir aux techniciens. Je ne pense pas que ça appartient au backlog Jira d'aucune manière. Il y a des raisons là-dedans qui sont entièrement égoïstes, c'est-à-dire c'est moi qui connais le domaine, c'est moi qui connais les aspects techniques de ces affaires-là. Puis la deuxième affaire, c'est puis là, ça va paraître weird, là, mais c'est des affaires qui sont arrivées dans des vraies compagnies. Si moi, je vois qu'il y a un problème technique avec quelque chose, qu'il y a un risque de problème ou quoi que ce soit, à la fin, le email qui va être écrit va dire « Les programmeurs ont fait une erreur ». Et si je pense que moi, je cause de la merde dans le code ou que je cause un risque dans le code, ça m'appartient entièrement de réparer ça. Je pense que n'importe qui veut rentrer dans la discussion avec ça est mieux d'avoir un chandail de programmeur. OK. Là, il y a beaucoup d'éléments là, dans ce que tu as dit, Jean-Philippe. Il y en a plein. Là. À moins que tu me dises, j'ai rien compris de ce que tu voulais dire, ça se peut. Non. Okay. Non, j'ai très bien compris, mais c'est justement, on parlait de culture là, tantôt en termes de DevOps, que la culture est importante. Pour la dernière partie de ce que tu as parlé, c'est exactement ça qui va l'adresser. Si tu as une culture de peur à l'intérieur de ta compagnie, c'est sûr et certain qu'il va y avoir un blâme, il va y avoir quelque chose qui va être mis sur le dos d'un programmeur ou d'un opérateur ou peu importe, mais d'une personne en particulier ou d'un groupe de personnes. Et là, à ce moment-là, on a un travail en tant que leader de renverser cette culture-là. Et là, on va utiliser d'autres techniques pour faire en sorte qu'on va transformer cette culture-là, puis s'en aller vers une culture de sécurité psychologique où est-ce qu'on va, plutôt qu'avoir peur qu'on soit capable à un moment donné de pouvoir d'annoncer les mauvaises nouvelles
et d'être capable de pouvoir prendre les bonnes actions puis de travailler les problèmes au lieu d'accuser puis d'embarquer dans un monde de bon. Alors, ça, c'est pour la dernière partie, je dirais. Ouais. C'est une partie de culture qu'il faut vraiment adresser. La partie technique, où est-ce que la partie technique ne devrait pas aller dans le Jira? Moi, je suis pour le fait que tout devrait être visible, que peu importe la nature du travail en tant que tel, qu'il soit technique, qu'il soit d'affaires, au bout de la ligne, c'est un morceau de valeur qu'on livre et qui va peut-être débloquer soit un aspect de gouvernance ou de sécurité important qui peut venir impacter la confiance des utilisateurs et la réputation de la compagnie, ou encore ça va être un morceau qui va nous permettre de régler des goulots d'étranglement au niveau de la livraison, au niveau des tests, au niveau d'améliorer le product quality. Ça peut arriver, ça aussi. Donc, ces morceaux-là sont des morceaux techniques qui doivent appartenir à un backlog. Parce que si on ne les voit pas, on va se retrouver avec des features et des bugs. Je veux dire tout de suite, ça peut être visible. Ça peut être visible sans que ça fasse partie du backlog. Ça peut être, tu me demandes de faire ça, moi, je vais t'écrire, je dois faire ça, moi, je dois faire ça, moi, je dois faire ça. Je n'ai pas de problème avec la rendre visible. Donc, tu vas avoir deux listes. Non, je vais le mettre dans le story, je vais dire, pour ma job, pour ma story fonctionnelle, je dois faire ces tâches techniques-là. Si c'est nécessaire dans la compagnie, il faut que ça soit écrit en quelque part pour diverses raisons, là, je vais écrire, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais je ne veux pas avoir une story qui rentre, je ne veux pas avoir quelqu'un qui me dit « Ah non, le PO, par exemple, qui n'est pas supposé être quelqu'un de technique, que moi, il faut que je fasse ça parce que présentement, là, on a un embouteillage, là, ça cause des problèmes. » Puis d'avoir un PO qui me dit « Non, c'est un peu l'administrateur d'hôpital qui dit au docteur « Fais moins de pointure. » Moi, je comprends où tu veux en venir, JP, puis je vais essayer de le dire juste d'une autre façon. Donc, ce qui te chatouille, c'est quand, au lieu que ce soit des besoins qui descendent vers l'équipe, ce soit des solutions. Ça se peut-tu? C'est quelque chose comme ça, mais pas juste ça, right? Parce que c'est souvent ça qui arrive. Puis c'est quand tu te fais dire par quelqu'un qui n'est pas technique comment tu vas résoudre tes problèmes, au lieu de remonter aux besoins et de dire, OK, c'est quoi ton vrai besoin? Parce que ça arrive souvent. Les gens commencent à avoir des opinions. Il y a des... On va sur Amazon, on interagit avec des sites web, on pense qu'on sait, on comprend comment ça fonctionne et tout. Donc, les gens, ils ont dit, ah, j'ai vu ça, puis on devrait intégrer ça dans... OK, mais qu'est-ce que tu veux? On revient tout le temps. Puis ça fait partie du coaching, by the way, là, de revenir puis d'aider les gens, les PO, les stakeholders à revenir à leurs besoins initiaux au lieu de parler des solutions qu'ils veulent avoir. Puis quand c'est les besoins qui descendent jusqu'aux équipes, ça n'arrive pas ce que tu décris là. Non, parce qu'il me dit les besoins que... Si c'est les solutions qui descendent jusqu'à l'équipe, ça va arriver. Donc, si c'est de ça que tu parles, moi, je suis d'accord avec toi à 100%. Ça ressemble à ça, juste pour compléter ce que Pascal dit, puis après ça, on repartira, je vais vous laisser aller après. C'est un exemple classique, c'est tu as des méthodes de paiement à faire, puis là, ça s'est tout multiplié dans tes affaires, puis là, ton code est de la merde, puis là, ils arrivent et ils disent « Ah, ben maintenant, il faut supporter Square. » Fait que là, j'attendais un peu, là. Moi, là, c'est le bordel présentement, c'est pas testable, c'est toutes sortes d'affaires. Il faut que je fasse ça. Je ne veux pas avoir un story qui me dit « il faut que tu fasses ça ». Je veux avoir une story qui me dit « il faut qu'on rajoute Square », puis moi, je vais écrire en bas « il faut que je refactor la façon qu'on gère les paiements ». Mais ce qui va arriver avec ce modèle-là, c'est que tu vas avoir une story qui va amener de la valeur client parce qu'il va y avoir une méthode de paiement supplémentaire. Puis tu vas avoir un autre story qui va être de type dette qui va dire ben, hey, pour intégrer ça comme du monde, il va falloir qu'on fasse. C'est toi qui vas la rentrer, cette story-là. C'est pas la PO ou. Attends un peu, là, c'est là la notion de story. Mais là, c'est parce que moi, je viens d'XP, puis il y avait les stories, puis il y avait les stories techniques. OK. Mais les stories techniques étaient tout le temps rattachées. C'est pas tellement important la nature du backlog item dans ce cas-ci. Là. Ce qu'on veut, c'est de la transparence au niveau de l'effort. Vraiment, c'est ça le but. Si c'est ça, j'ai rien à dire. Puis, tu sais, je vais donner un exemple parfait, puis je te repasse la parole, Martin, tout de suite après. Tu sais, quand on était dans un institut ensemble, où est-ce qu'on s'est rencontrés, là, on avait une situation à un moment donné où on avait un joueur qui voyait plein de balles tomber partout, puis qui ramassait.
Puis là, l'équipe, on avait décidé que tout ce qui était technique, on ne le traquait pas. Donc, ça ne faisait pas partie de notre capacité. On n'avait pas de story points là-dessus ou rien. Fait que, tu sais, toute la gestion des environnements, mise à jour des environnements, toutes ces affaires-là, c'était en marge, OK, du travail qu'on faisait. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce gars-là, il s'est fait dire par le reste de l'équipe dans une rétro, « Hey, tu fous rien, tu livres jamais de story, de nouveaux features, quoi que ce soit. » Mais c'est lui qui tenait à bout de bras toute la plateforme qui nous permettait de livrer de la qualité. Puis les autres, non seulement ils ne s'en rendaient pas compte, mais ils l'accusaient de ne pas participer à l'effort de groupe. Fait qu'éventuellement, ce qu'on a fait pour régler ça, c'est qu'on a élevé ça au même niveau que, justement, les features qu'on développait pour montrer, hey, c'est de l'effort, ça aussi, ça nous demande du temps. Puis le temps qu'on met là, on ne le met pas à livrer de la valeur d'affaires, mais ça supporte la livraison de la valeur d'affaires. Puis là, on a rendu justice à tout le monde dans l'équipe. Ouais, moi, mon problème, c'est on va juste revenir à Square. L'exemple Square, là, c'est il faut que je rajoute un paiement, je vais refactorer. La prochaine, c'est. Puis moi, d'un point de vue technique, ma réponse, c'est je ne veux pas que tu me dises ah non, tu refactoreras plus tard. Je ne veux pas me faire dire que c'est un élément de priorité. Si tu me mets une affaire de paiement, je vais refactorer la chose parce qu'en tant que technicien, c'est ma job. Bien, moi, j'ai plusieurs bémols dans tout ça. Là, puis honnêtement, ça dépend un petit peu aussi de toute la culture de l'équipe puis de où est-ce qu'on est rendu là-dedans. Mais tu sais, au bout de la ligne, tu veux avoir probablement un Epic qui va probablement justement capturer cette composition-là de dette, feature, product quality que tu dois amener vers la production. Puis c'est vraiment cette épique-là qui va représenter au bout ton plus gros morceau de valeur, tu sais. Puis que tu rentres ton refactor, que tu fasses un refactoring incrémental à l'intérieur de ta story de feature, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, si tu as un morceau que tu dois faire en premier, qu'on est capable de dire, OK, tu pars là, tu arrêtes là, le morceau, c'est qu'on rend plus testable cette partie-là. On va améliorer la qualité forcément en faisant ça. Ça peut devenir une dette technique intéressante à justement rendre visible par elle-même et de faire la dépendance vers l'autre. Tu sais. J'ai pas de problème avec ça, mais c'est le technicien qui décide. C'est pas voilà, une décision de. Mais c'est exactement ça, Jean-Philippe, le point de dire que la dette ne vient pas d'un client, donc ne viendra pas du product management, va venir d'une entité technique et va justement être validée par une entité technique. Donc, c'est pour ça que quand on arrive et qu'on dit « je vais prioriser la dette technique », ne va pas faire ça avec un product manager. Tu dois le faire avec quelqu'un de technique dans ton équipe. Il faut que tu détermines ensemble. Tu sais, des fois, il va y avoir des dettes qui ne sont pas nécessairement reliées à des fonctionnalités en particulier. Tu vas avoir des dettes qui vont être plus sur le pipeline, tu vas avoir des dettes qui vont être plus en termes d'infrastructure, tu vas avoir plus ce genre de dettes-là, puis tu vas peut-être décider que celle-là va s'asseoir un petit peu, on va attendre au prochain sprint, puis tu vas en avoir d'autres, tu vas dire non, ça, il faut que ça rentre au prochain sprint parce qu'on va en avoir besoin après ça pour telle affaire, ça va générer telle affaire, ça va débloquer telle autre chose. Donc, c'est là où est-ce que tu as besoin d'avoir un tech lead avec toi ou un architecte ou quelqu'un qui connaît vraiment bien le code, justement, que ça fait peut-être plus que 3 mois qu'il est dans la compagnie, qui va pouvoir aider justement le PO à dire ouais, ça fait plus de sens qu'on le priorise par rapport à une autre story de technique. Fait que. Tu t'as dit PO, là. Oui. Bien, le PO, parce que le PO est ultimement, selon l'agile, encore une fois, c'est le PO qui va prioriser le backlog. Fait que. Mais c'est ça mon point. Mon point, c'est que les stories techniques n'ont pas d'affaires dans le backlog. C'est ça mon point. Okay, mais pas tout seul. Si j'étais tout seul, je dirais oui, mais j'ai une couple d'autres personnes qui disent dans ton backlog, c'est des fonctionnalités. Est-ce que tu aides ta compagnie? Est-ce que tu vas tuer ta compagnie? Moi, personnellement, je suis pas mal plus sur le fait que tu veux être capable d'analyser toute ta capacité, tout ton sprint backlog correctement en une seule place. Tu veux rendre visible tous les morceaux de travail que ton équipe doit faire pour faire en sorte que ton produit va voir le jour en production d'une manière convenable. Donc, pour moi, c'est cette partie-là qui va me driver pas mal plus. Puis à ce moment-là, je vais mettre une valeur vraiment intéressante sur la dette technique qui va me
permettre de débloquer des goulots d'étranglement, qui vont me permettre de débloquer des impediments, qui vont me débloquer d'autres valeurs que je vais être capable de faire. Des fois, en faisant un refactoring, tu es capable d'avoir 3 ou 4 story features qui se débloquent automatiques, qui sont beaucoup plus rapides à faire que d'essayer d'avoir fait ce refactoring incrémental-là, feature par feature. Des fois, moi, le refactoring incrémental, où est-ce qu'à l'intérieur de chacune des features, tu fais un petit peu de refactoring, puis j'adore ça. Mais il y a des situations, puis des fois, dans le cas de Legacy, on en rencontre. Tu as des situations, tu dois faire une espèce de refactoring un peu plus important pour arriver à enabler certaines fonctionnalités par la suite que tu veux faire, puis sans faire exploser justement l'horloge. Je pense que tu viens de toucher un détail hyper important, parce que moi, c'est là où je voulais m'en aller tout de suite après, là, ça va dépendre, encore une fois. Est-ce que la taille du refactoring est substantielle ou pas? Si c'est quelque chose que tu peux faire à l'intérieur d'un story, là, puis que ça ne vient pas changer de façon drastique l'envergure de l'effort que tu as besoin de déployer, fais pas une autre tâche ou un autre story pour ça. Tout à fait d'accord avec toi, JP. Par contre, si c'est comme Martin vient de le décrire, ben, ça peut être intéressant de l'isoler. Puis je t'explique pourquoi. Avec le flow distribution qu'on parlait tantôt, tu vas voir quel genre d'éléments sont priorisés, des risques, des dettes, des bugs, des features. Puis, bon, les 4 autres aussi, là, je ne me rappelle pas par cœur, comment c'est un peu tard. Mais bref, ça va être priorisé, puis ça va te montrer la répartition de sur quoi tu travailles. Le feedback, c'est tout le temps une question de feedback loop. On veut apprendre, on veut s'améliorer, tout ça. En prenant ces gros refactors-là, puis en les isolant dans un élément de dette, tu vas voir que tu passes du temps, pas à développer nécessairement ta feature, mais à payer une dette pour être capable d'être plus efficace à travailler sur cette feature-là. Puis ça va donner de la visibilité sur ce fait-là, de l'avoir isolé comme ça. Puis après ça, le feedback loop va te faire de l'introspection, puis il va te dire, « Hey, peut-être qu'on n'est pas assez tête sur nos normes de qualité, nos standards, nos revues de code ou peu importe. Puis ça va te permettre d'activer des action items pour aller améliorer ces zones-là puis éviter ce genre de situation-là pour le futur. Tu comprends? Bien, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que je suis encore plus agressif que ça, je pense, moi. Je pense vraiment que tu peux avoir un backlog de choses qu'on se dit qu'il faut absolument faire que le PO ne voit jamais. Il t'est fait passer ces systèmes-là, mais quand tu disais tantôt team lead, ces gens-là, pour bien entendu s'assurer que ce n'est pas le fantasme de je vais créer un nouveau framework Corba, que tu jases ensemble et que tu dises ah oui, non, ça serait un bon moment pour faire ça, c'est à peu près là que je l'arrêterais, moi. C'est pour ça que tu peux donner toute la visibilité que tu veux, mais ta dette technique que tu dis à toutes les fois qu'on rajoute une nouvelle méthode de paiement, parce qu'on garde cet élément-là, là, on pourrait parler d'autres choses, mais si tu fais cette nouvelle affaire-là, si on en rajoute une 5e ou une 6e façon, tout ce que tu fais, c'est ajouter de la dette technique. Puis ça, ce n'est pas exprimé dans ton value stream. Mais quand ton PO décide « Ah non, on ne fera pas l'affaire qui est affaire là », tu rajoutes de la dette, puis on ne met pas le plus 5 cents sur la dette que le monde sait que tout le monde est là. Fait que je n'ai pas l'impression que c'est non plus entièrement transparent faire ça. Mais quand ça nous arrive, ça, c'est parce qu'on ne fait pas une bonne job avec le PO d'y expliquer la valeur d'affaires, de prioriser ces stories techniques-là. Il y a tout le volet où on veut installer un climat de confiance, puis on veut s'assurer qu'ils comprennent bien les enjeux techniques. Donc, oui, avoir l'aval de ton tech lead sur, c'est important de passer ce volet-là technique parce que ça va nous faciliter la vie sur un paquet d'affaires. Puis que lui, après ça, la priorisation, c'est un truc d'équipe. Hein? Oui. Le Final C, c'est le PO qui l'a, mais on y participe tous. Puis c'est notre responsabilité de l'influencer dans le bon sens. Puis quand on a un respect mutuel, puis on a établi une confiance, le PO, là, s'il voit à un moment donné là, que c'est important pour nous autres, puis on pousse fort, puis on lui dit hey, ça, il faut absolument le faire maintenant. Mais quand il y a une relation de confiance qui est établie, là, je peux te le dire pour l'avoir vécu, le PO, il va dire je vous fais confiance, il n'y a aucun problème, mettez-le dans le prochain sprint.
Mais ça, c'est une relation qui se développe. Tu sais. Puis à ce moment-là, en étant dans le sprint, tu es capable de le traquer en termes de capacité d'équipe, tu es capable de faire plein de choses avec ça. Fait que pour moi, la visibilité de l'avoir dans le sprint, elle est énorme. Encore là, je ne dis pas qu'il n'est pas visible dans le sprint. Je dis que les personnes qui décident des choses techniques, c'est les techniciens. Ben, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Là, on a l'air à chicaner, mais on ne chicane pas tant que ça. Là, non, pas du tout. en fait, ce qui est intéressant, si je reviens un peu au value stream management, c'est que j'ai parlé des 4 catégories d'affaires, j'ai parlé des flow items qui passent à travers un value stream, j'ai parlé de flow time, de flow distribution, mais là où est-ce que ça devient aussi intéressant, c'est quand tu vas aller analyser les 5 métriques, le flow velocity, le flow load, le flow efficiency et la distribution et le temps, tu vas les analyser contre tes business results. Et c'est là où est-ce que tu vas enabler une loop incroyable d'introspection. Puis là, les 3 piliers agiles reviennent. Le fait de dire transparence, adapt, inspect and adapt, excusez. Oui, c'est ça. Ben, ces 3 piliers-là viennent vraiment prendre tout son sens. Puis on parle à ce moment du cycle de Deming, l'espèce de plan, do, act, etc. Donc, plan, do, check, act, bon, ben, on va enabler cette affaire-là, mais à un niveau vraiment systémique. Donc, ça devient un aspect productivité vraiment et franchement intéressant. Donc là, on est capable d'enabler un paquet de trucs. Si on rentre là-dedans des KPI de Product Operation, où est-ce que justement, on va être capable d'aller enabler comment est-ce que notre produit fait sur le marché, puis on va être capable de ramener ça dans nos métriques produits, dans nos résultats d'affaires. On va être capable de pouvoir aller chercher énormément de trucs. On va être capable de libérer des nouvelles fonctionnalités. On va être capable de dire, OK, non, là, le problème, c'est côté qualité, il faut aller l'adresser. On va aligner la stratégie d'affaires et le flow distribution en fonction de ce qu'on va voir justement sur la production. Fait qu'il y a une espèce d'aspect systémique extrêmement puissant à ça. Et de là, le fait de dire, OK, driving DevOps with value stream management. Ben, toute la corrélation entre les métriques de développement et les métriques d'affaires, puis de voir comment un influence l'autre, c'est ça aussi qui devient super intéressant. Oui. Plus je t'écoute parler de value stream management, plus je reconnais ce que j'ai lu dans Project to Product. Je m'en voudrais qu'on finisse notre discussion sans parler du Value Stream Network parce que moi, je suis en train de travailler sur ça un petit peu. On veut passer de projet à produit. Qu'est-ce qu'un produit? Les gens n'arrivent pas à s'entendre. Puis, bon, j'ai ma définition, j'ai ma façon d'en parler qui se raffine tranquillement, pas vite. Puis, j'aimerais ça avoir un peu ton aval là-dessus avant peut-être de partager puis de comparer un peu comment moi, je me suis fait une tête là-dessus. Ah, ça, c'est un sujet extrêmement sensible pour moi. Là. Okay. La partie project, en partant, quand j'entends le mot projet puis le mot logiciel dans les mêmes discussions, les oreilles me frisent tout de suite parce que je pense que je suis arrivé à un point où est-ce que là, je reconnais que tu devrais vraiment driver tout ça comme des produits et des services. Et je voudrais qu'on arrête de parler de projet. J'aimerais ça qu'on arrête de parler de temps fini entre X et Y. Mais bon, c'est la réalité quand même dans laquelle on est. Il faut dealer avec. C'est un monde hybride aujourd'hui. Alors, quand on parle d'un projet, pour moi, ça sonne tout de suite qu'au niveau du budget, au niveau du temps, on va fixer une date, on va analyser ça selon un coût qu'on a associé à ce projet-là. On va répartir notre enveloppe budgétaire en fonction de ça. Donc, on va commencer à traquer la date et la complétion. Ça peut fonctionner si on construit un gratte-ciel. Mais dans le cadre d'un projet logiciel, là, pour le nommer de cette manière-là, ben, dans le cadre d'un logiciel, on s'entend qu'il y a beaucoup de dépendances inconnues dans à peu près tous les logiciels qu'on développe. Et c'est justement cet aspect-là qui va faire que oui, je vais déborder du temps, c'est presque sûr et certain. Et après ça, ce n'est pas parce que je suis à 100% complété que je réponds aux besoins. Donc,
la façon de gérer en partant, elle n'est pas bonne. Tu sais, la façon de voir ça, la manière dont le projet est structuré, sur ce sur quoi on se base avec le projet, bien, ça ne se cadre pas avec un projet logiciel. On ne peut pas contrôler, autrement dit, de l'inconnu. Parce que si on se fie au modèle, si on se base sur le framework de Kinevin, là, on n'est pas dans le simple. D'où genre, la charge de projet a été créée à travers le taylorisme là, pour justement contrôler des choses qui sont répétables, qui sont stables, où est-ce que les gens sont interchangeables, tu peux apprendre ta job en 5 minutes, puis tu vas la faire aussi bien que l'autre qui était là avant toi, etc. Là, on est dans le work of knowledge, on est dans la complexité. On se situe complètement ailleurs. Il faut faire des expérimentations pour découvrir, pour avancer, pour recalibrer. Fait qu'on ne peut pas contrôler l'inconnu. Oui, non, tu as tout à fait raison. Puis, ben, c'est ça. Tu sais, moi, quand on parlait du plan de projet, puis des Gantt charts et compagnie, ben, ça a été développé à côté. Tu sais, Gantt, il a développé ça à côté de Taylor. Là. Ça remonte à ce temps-là. 100 ans plus tard, on est encore à parler de ça, on est encore en train d'essayer d'utiliser ça dans le domaine logiciel, puis ça ne marche pas. Puis l'autre aspect, c'est qu'il y a eu des études de marché qui ont sorti puis qui ont montré que un produit logiciel, c'est vraiment dans notre monde, la taxonomie à prendre une décision, elle est du niveau complexe à chaotique. Donc, moi, quand je venais pour prendre une décision dans le domaine logiciel, c'est pas simple. En gros, c'est ça que ça dit, cette étude de marché-là. C'est pas simple. Puis, ça ne sera même pas difficile. Ça va être de l'ordre de complexe à chaotique. Là. Alors, comment je peux faire justement pour prendre des décisions dès le départ, puis de baser tout le reste de ma chaîne là-dessus? Je ne sais pas comment on peut arriver à faire ça, honnêtement, sans s'y tromper. Il faut avoir une méchante bonne intuition en partant. Il faut être vraiment guidé là, par... Juste pour être clair, ce n'est pas tout notre job qui se trouve dans ce cadran-là, mais il y en a une maudite bonne partie. C'est ça, il y a exactement. des choses qui sont simples. On a des meilleures pratiques pour certains trucs en TI. On a des choses qui sont compliquées où on a des bonnes pratiques. Ça va, on peut suivre un peu, mais souvent, on se situe dans le complexe ou dans le chaotique, comme tu dis. Puis là, les pratiques sont émergentes ou inexistantes. Puis il faut expérimenter pour découvrir. Il faut que ça émerge, grosso modo. Puis ça ne se contrôle pas. Ça se fait à petits pas. C'est pour ça qu'on parle. On insiste tellement en DevOps, en agilité, peu importe. On insiste sur les petits loads, avancer, faire des petites livraisons régulièrement pour apprendre, puis mettre des feedbacks. Tout ça s'attache avec cette pensée-là. Là. Exactement. Donc, si tu prends le modèle produit, ben là, tu es vraiment basé sur le fait que tu vas investir dans une unité d'affaires qui va évoluer à travers le temps puis qui va vraiment venir répondre à des besoins utilisateurs. On n'est pas du tout basé sur le temps et le budget. Et besoins qui évoluent et qui changent dans le temps et qu'on comprend mal parce qu'on a eu une discussion, on pense qu'on a compris. Puis là, ben, on rapporte ça à quelqu'un, qui rapporte ça à quelqu'un, qui le fait implémenter par une autre personne. Là, le message se dilue, se transforme au fil du temps. Puis après ça, ben, on revient vers le client, on n'est pas tout à fait là. Si ce feedback-là prend 1 an ou 2, ouch! Ça fait mal. C'est hallucinant comment, quand on fait du... Tu sais, ça vient tout de l'idée de... Il y a des développeurs qui vont être capables de faire un script dans un temps raisonnablement prévisible, right? Si tu lui dis, fais-moi un script qui fait blanc, va faire 1 heure, puis là, on dirait qu'automatiquement, dans la tête des gens, il dit, ben 1000 scripts, ça va te prendre 1000 fois ça. Là, tu te rends compte, ben non, ils travaillent tous dans la même base de données, ces scripts-là, ils vont tous interférer les uns avec les autres. C'est certain que ça ne marchera pas comme on... Il y a comme une espèce de linéarité qui s'installe dans la tête de certaines personnes qui se disent, ben si tu es capable de faire ça en 1 heure, tu sais que tu es capable de faire en 2, tu sais que tu es capable de faire en 4. Puis après ça, tu montes ça jusqu'à 1024, puis là, tu te rends compte, non, à un moment donné, le bordel pogne. La complexité est exponentielle, c'est ça le problème. On tend vers l'infini. Plus il y a de facteurs, puis c'est ça qui arrive quand on est dans la complexité, c'est qu'il y a tellement de facteurs, c'est tellement compliqué, on n'arrive pas à embrasser
tout le problème d'un seul regard, puis de faire du sens de tout ça en même temps. C'est presque impossible. Donc, c'est pour ça que ça doit être fait sous mode d'expérimentation. On a un système très complexe, puis on n'est pas capable de s'expliquer toutes les relations. Mais là, on poke un peu, puis on voit comment ça bouge, comment ça réagit. Puis après ça, on poke d'une autre façon. Puis là, on avance un peu là-dedans, puis on apprend au fil du temps. Je ne sais pas si on utilise le même terme, mais le problème, c'est le problème, mais le besoin qu'on essaie de régler avec le problème change en même temps. En plus. C'est là que c'est. Moi, Donc, n'importe qui te demande combien de temps ça va te prendre un projet qui est plus que 1000 lignes, tu fais comme. Cela dit, en construction, tu demandes à n'importe qui en construction, il va tout le temps te répondre 2 semaines, il pourrait te répondre 6 mois rendu là. Oui, tout à fait, mais les recettes sont un peu mieux ancrées. Oui. Mais je suis d'accord. J'ai fait faire ma salle de bain ici, là. Ma salle de bain ici. Oui, il y avait 2 semaines, ça a pris 4 semaines. C'est 100% d'erreur, ça. C'est ça que j'allais dire. C'est une science qui a évolué à travers les âges depuis beaucoup plus longtemps que la nôtre, malgré qu'il y ait des best practices, qu'il y ait des standards, Regarde, le pont Champlain, c'en est un bon exemple. Là. Il y en a plein des constructions là, qui sont traditionnelles, mais qui amènent leur lot d'imprévisibilité aussi. Fait que, imagine-nous comment notre science, on va l'appeler comme ça, est jeune, puis on est en train de construire tout ça. Là. Mon dernier commentaire là-dessus, c'est avant, quand quelqu'un construisait quelque chose, il arrivait avec tout son staff, puis il faisait tout. Il arrivait avec une équipe de 50 personnes, il le faisait. Il n'y avait pas d'interaction, c'était lui qui allait chercher les morceaux puis il le faisait. Moi, ma salle de bain, il y a un gars qui faisait le plancher, un gars qui faisait la plomberie, un gars qui faisait le. Puis ça, c'est le gars du plancher, il dit, je ne peux pas venir avant que le gars ait fini l'électricité. Ah, OK, mais là, si le gars il manque l'électricité, il est en retard un peu, mais là, tout déboule, tu sais. Et c'est ça qu'on vit, nous autres, 100% du temps. Je veux dire, il y a tout le temps un gars qui fait la plomberie, il y a tout le temps un gars qui fait l'électricité. Bon, puis, tu sais, si on parle de pivoter à cette heure là-dedans, dans un modèle projet, c'est l'enfer. Dans un modèle produit, c'est juste une itération de plus, mais dans une direction différente, puis on va peut-être aller expérimenter quelque chose. Fait que tout peut devenir une expérimentation. Et là, on est aligné avec les valeurs du DevOps, justement, de dire, avec la troisième voie, de dire c'est de l'expérimentation continue, c'est de l'apprentissage continu. Donc, pour moi, le fait de parler de produits et ou services logiciels, ça évoque énormément plus, ça évoque une mentalité DevOps derrière, ça évoque on va arriver à quelque chose que l'utilisateur va pouvoir apprécier, va pouvoir utiliser. Pas mal plus que partir en mode projet. Ceci dit, comme on disait tantôt, ça reste un monde hybride. Je le sais, il y a certaines affaires, tu vas partir un petit projet on the side, Oui, je comprends ça. Ça va arriver, il va en avoir. OK, c'est correct. Mais je parle vraiment, là, quand je parle d'un produit, je parle le truc qui va rouler en production, que tu vas avoir des revenus avec, puis que tu vas avoir des utilisateurs. C'est de ça que je parle. Une plateforme DevOps qui fait du déploiement puis qui fait certaines affaires pour les développeurs, c'est un produit, c'est un service interne, mais ça reste un service. Ça reste un value stream qui est associé à toute cette affaire-là. Un ou des value streams. Et c'est là le fait que de dire que tu parlais de Value Stream Network tantôt, tu sais, Makerson a eu cette épiphanie-là, à un moment donné, de dire, tu sais, le modèle qu'on voit là, de la chaîne automobile, là, il est peut-être un peu simpliste. Tu sais. La réalité, elle n'est pas là. Et c'est totalement vrai. On peut imaginer un value stream de manière abstraite, de manière très, très haut niveau, comme étant juste une ligne. Mais quand tu commences à regarder un peu ce qui se passe, tu vas te rendre compte qu'il y a un paquet d'artefacts, il y a un paquet d'outils qui sont utilisés pour arriver à faire bouger ce value stream-là. Et c'est là où est-ce que le value stream, c'est le sel d'activité et tu vas te retrouver au bout de la ligne à dire finalement, j'ai besoin d'un réseau de value stream parce que j'ai besoin de telle composante qui est dépendante de telle autre composante. Puis là, quand tu arrives dans une architecture distribuée, c'est encore pire. Tu as besoin de tout pour faire en sorte que ça fonctionne et que l'utilisateur soit bien servi. Tu sais. Ouais, je travaille avec un institut, puis on essaie justement de faire du sens de tout ça. Puis
il y a tout ce concept-là. Puis je l'avais vécu ailleurs avant, parce que bon, c'est pas d'hier là, qu'on essaie de passer de projet à produit, puis que c'est un peu la mode. Là. Ça fait déjà quoi, 4-5 ans que le livre est sorti. Ouais. Puis c'est ça, on a bien de la misère à trouver c'est quoi un produit, puis à nommer les produits. Puis je vais te donner un exemple. Là. Moi, il y avait un VP, une fois, ça m'a fait rire. Il avait décidé ça, lui, que ben, on a toutes ces applications-là, on a tous ces projets-là. Les produits, c'est tous ces projets-là, c'est des produits. Puis, boum, on avait fini, on est passé à produit. Ça ne marche pas comme ça. Il y a toute une mentalité là, derrière ça. On a commencé, ben oui, ça en plus, mais juste de faire le découpage. Puis là, moi, j'ai commencé à me poser des questions, puis à essayer d'expliquer ça à des gens. Puis, tu me corrigeras si ça ne s'aligne pas avec comment tu le vois. Là, je serais vraiment intéressé d'avoir ton feedback là-dessus. Mais moi, je n'ai pas le vocabulaire, fait que j'ai appelé ça méta-produit versus produit. Puis je m'explique, là, c'est que, tu sais, prends un produit genre n'importe quoi, Amazon, OK? Amazon.ca, pour moi, c'est un méta-produit, OK? Puis en arrière de ça, tu as plein de petits produits qui vont interagir ensemble pour permettre à ce méta-produit-là d'exister. Autrement dit, de dire que Amazon, c'est un produit, c'est de la sursimplification. Donc, quand tu veux voir comment les équipes de développement vont être organisées, factorisées pour être capables de créer un Amazon.ca, ben, il y a fort à parier que, bon, on connaît Amazon, on se doute pas mal que c'est fait en microservices en arrière, puis tout ça. Fait il va y avoir des équipes qui vont être indépendantes avec un code base indépendant, qui vont être autonomes à travers ça, qui vont déployer leur truc, puis l'opérationnaliser, puis ils vont avoir un bout de l'histoire. Ils vont faire la recherche, ils vont faire le cart, ils vont faire le fulfillment, peu importe quoi. Il y a personne, le bout en bout n'est pas nécessairement genre l'expérience usagée bout en bout, parce que c'est tellement de logiciels qui est impliqué que ça ne fait pas de sens. C'est trop de charge cognitive. On ne pourrait pas demander à une équipe de faire ce bout en bout-là. Par contre, quand tu regardes ça en petits fragments ou agrégations de produits, donc tu as le méta-produit qui est le site que tout le monde voit unifié, puis tu le découpes, tu le factorises en plein de petits produits. Là, ça commence à faire plus de sens. Là, tu as des équipes qui sont capables de gérer bout en bout leurs services, puis qui vont faire des tests bout en bout sur leurs services et compagnie. Puis, en définissant des interfaces publiques qui font du sens puis qui sont stables, on arrive à créer de l'indépendance, de l'autonomie au niveau du développement, du déploiement et compagnie. Puis c'est ça pour moi le Value Stream Network. Comment tu vois ça, toi? Je le vois exactement de la même façon parce que tu as super bien écrit. Puis je dirais même que dans certaines situations, tu vas avoir des composantes qui vont en dépendre de d'autres, même dans ton petit service puis dans ton bout en bout à toi. Puis tu vas peut-être devoir déployer en premier lieu ces composantes-là ou ces dépendances-là en premier. Fait que tu sais, tu vas te retrouver au final. En fait, ça, c'est là où est-ce que le Flow Framework embarque et c'est encore une fois une autre des parties du livre de Mick Kerson, mais dans le Flow Framework, on vient vraiment définir justement cet aspect-là où est-ce que on fait l'analyse des outils utilisés, on fait l'analyse après ça des artefacts qui sont produits par ces outils-là. Mais pourquoi qu'on fait cette analyse d'artefacts-là, justement, c'est pour trouver le réseau de value stream. Parce que, dans le fond, si j'ai besoin d'Artifactory, mais j'ai besoin de la partie Python, j'ai besoin de la partie Docker, j'ai besoin... Bon, mais Artifactory, il y a tout dedans. Tu sais, on s'entend, là, et tu peux tout mettre dedans. Mais, mettons, c'est peut-être pas le meilleur exemple avec Artifactory, mais l'idée, c'est que chaque type d'artefact que je vais aller mettre dedans va se retrouver, dans le fond, à être des artefacts qui sont droppés probablement par un value stream quelque part, par un pipeline quelque part. Et c'est l'amas de tout ça qui va faire en sorte que ça va fonctionner. On a déjà parlé de pratiques de CI. Une des pratiques que moi, j'avais beaucoup aimé, c'était le fait d'utiliser Docker comme une machine de build. Tu mets, dans le fond, tu utilises le container pour mettre, dans le fond, à l'intérieur du container tout ce que tu dois rouler en termes de CI. Puis tu output du container, tu te mets un mount en output, puis tu output de là tous les résultats.
Et c'est ça que tu produis, tu publies après ça dans ton outil de CI, tu sais, mais l'idée, c'est que là, tu n'es plus dépendant d'aucune machine de build. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est t'installes Docker, puis merci, bonsoir, ou tu installes Containerd ou whatever, mais tu installes ton runtime de container, puis tu es en business, tu sais. Alors, c'est là où est-ce que tes artefacts, dans le fond, vont te donner beaucoup d'informations sur ton réseau. Fait que sur ton réseau de value stream. Fait que je pense que ça pourrait être une façon que tu pourrais peut-être essayer de découvrir ton réseau de value stream de cette manière-là. Regarde les artefacts. Cool. C'est une des méthodes qui est utilisée. Puis, quand j'utilise le terme méta-produit, y a-tu dans le livre de Mick ou ailleurs, y a-tu un terme plus mainstream qui est utilisé pour décrire ça? En fait, sur le site de Tasktop, entre autres, là, je les nomme eux autres, mais il y en a d'autres. Je pense qu'il y a Putera aussi qui l'a défini. Mais ils ont caractérisé les types de produits que tu peux avoir. Puis tu as le produit de petits produits. Tu as les produits internes qui servent à supporter un autre produit. Tu as les librairies. En tout cas, ils ont défini une couple de types de produits comme ça. Et probablement que tu vas trouver toute cette information-là. Je ne l'ai pas là, on top of my head, là, mais... Je voulais juste une piste. Merci. Tout à fait. Dans les ressources, en fait, ils ont une section ressources sur leur site, puis tu vas trouver ce genre d'informations-là dans cette section. Génial. Génial. Hey, man, c'est malade. Il va falloir qu'on se reparle parce que ouais, tu viens de toucher ton truc sur le Docker, là, c'est peut-être parce qu'il est 10h50, là, mais tu me fais comme nice, mais je ne suis pas trop sûr comment ça marche cette affaire-là. J'ai envie d'en savoir plus. Il va falloir vraiment qu'on se rejase et qu'on approfondisse. J'ai l'impression, ça ressemble beaucoup à mon premier voyage en backpack, ce qu'on vient de faire. On s'est promené beaucoup. Puis là, j'ai l'impression que la prochaine fois, on va revenir en voyage, puis on va approfondir à une place, puis on va s'installer comme du monde, là. Ah, il y avait beaucoup d'informations, effectivement, puis d'arriver à tout sortir. Il y a des affaires aussi, moi aussi, que j'ai ressorties de loin dans ma tête, là, fait que, ouais. Cool. Hey, un gros merci, Martin. C'était vraiment intéressant, sérieux. On a fait du chemin, s'il vous plaît. Écoute, tu reviens quand tu veux. C'était bien plaisant de te jaser. Puis, je vais te dire bonne soirée. Ben, merci. Ça a été un plaisir de jaser avec vous autres, les gars. Puis, merci vraiment. Ça a été vraiment le fun d'être sur votre podcast. Cool. Merci.